Dans la discussion récente qui a opposé les bénéficiaires d'une retraite avantageuse de type SNCF, EDF, etc., et ceux qui relèvent du régime général, discussion qui jette en ce moment tout le monde un peu dans la rue, on mélange tout et c'est dommage. Quand une profession décide de faire une caisse commune, les avocats par exemple, pour que les gens qui cotisent chez elle soient mieux lotis que les autres, ben, tout le monde dit c'est son droit, on ne va pas lui voler son trésor de guerre. Oui, mais pour ça, comme me l'a fait observer mon ami Gustave, qui a l'œil assez exercé sur ces choses-là, il faut que le trésor de guerre en question n'ait pas été volé lui-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, je veux dire que dans les deux cas, EDF ou avocat, les avantages de leur retraite, ils les ont quand même réunis en se payant sur notre dos. On nous dit, ils ont cotisé, etc. Oui, mais en fait, ils nous ont fait payer leur cotisation. Quand un avocat te demande 300 € pour envoyer 2 recommandés, il se fout de toi, mais surtout, il t'inflige son régime social parce qu'il le répercute dans ses honoraires. Alors là, je lui dis, écoute, ma nièce est avocate, pour 1000 € perçus, elle en gagne à peine 300. Et il me dit, mais moi, c'est ma fille, hein, c'est bien ce que je te dis. Énorme cotisation, sans parler de la CSG, SIRDS, etc. Il y a la retraite de base, la proportionnelle, le droit de plaidoirie, les 13% de la retraite complémentaire, les impôts, etc. Et pour l'EDF, c'est pareil. Tiens, me dit-il, je vais te raconter mon dernier week-end à Requista. Requista, là je fais une parenthèse, c'est une bourgade dans l'Aveyron où il avait de la famille. On fêtait là les 60 ans de Janine et son mari, ils ont le même âge à 2 mois près. Et il me dit, mais si, tu sais bien Janine, c'est une ex avec qui j'ai gardé les meilleures relations, la preuve. Et donc, elle a épousé un agent EDF, autant te dire qu'à 60 ans, parce qu'elle a été à l'EDF elle aussi, ils sont retraités tous les deux depuis longtemps, et tous leurs copains sont du même âge et étaient dans la même partie, dans le même métier. Du coup, ils louent une salle des fêtes, c'était pas à Requista même, mais dans un patelin de 200 habitants à côté, et ils arrivent à 5 ou 6, avec chacun un camping-car, je n'exagère pas, me dit-il, un truc à 60 000 €, le genre Mastoc avec moto de 125 à l'arrière, etc., antenne satellite. Et là, ils se garent derrière l'église, sur un terre-plein, pas trop visible, derrière les ormes, et ils commencent à tirer un câble vers le boîtier EDF. Ils te font sauter le couvercle avec la clé ad hoc, et puis ils branchent une prise là où il faut avec des pinces. Et là, pendant 2 jours, 2 ou 3 de ces camions là, se sont éclairés sur la maison EDF. Alors tu vas me dire, de toute façon, l'électricité, ils la payent à 5% du prix normal. Et moi, je te réponds, c'est vrai, mais en fait, c'est nous qui payons le reste. Et quand ils augmentent les tarifs, c'est pour payer non seulement les équipes de secours, les transformateurs, tout ce que tu veux, mais aussi leur régime social qui leur permet de s'acheter un camping-car monstrueux et de l'alimenter sous notre nez en tirant un câble. Alors, il y a quelqu'un qui était là qui a dit « je confirme ». C'est un type assez jeune qui avait l'air très renseigné, mais qui n'a pas dit pourquoi. C'est le patron ensuite qui nous a dit, quand il est sorti, mais il était chef de secteur, c'est normal, il est de Saint-Cernin. Alors quoi, il ne l'est plus, et je demandais, il a été viré? Non, non, il est retraité, mais il vit au Portugal. Voilà. Abonnez-vous, merci. D'habitude, lorsque quelqu'un se fait livrer un colis au bar pour éviter au chauffeur d'aller dans les ruelles là, derrière l'église, c'est un truc assez discret, mais là c'était une plaque solaire qu'on livrait à un monsieur assez populaire ici qui s'appelle Jean-Claude. Donc immédiatement, discussion au comptoir entre ceux qui trouvaient que les panneaux solaires c'était utile et économique et les autres qui trouvaient que ça valait pas le coup. Et là, je me suis permis d'ajouter mon grain de sel à la discussion générale puisque je venais de recevoir d'EDF un papier assez bizarre mais surtout très accablant qui montrait sous forme de camembert statistique la structure de ma consommation de l'année dernière. Et là où c'était vraiment très significatif, c'est que j'ai été très peu présent dans cette maison pendant les années où j'étais basé à Paris, donc ma consommation représentait 50 € seulement par an, mais le reste des 232 € provenait de l'abonnement, des taxes, de la TVA, ce qui fait d'EDF un véritable percepteur. Je veux dire que même si vous ne consommez rien ou presque, ce qu'on vous ponctionne est effrayant. On a vraiment l'impression que la fourniture d'électricité désormais n'est qu'un prétexte à vous soutirer de l'argent. C'est un peu comme quand le gouvernement nous dit qu'il va percevoir une redevance télé, même dans les foyers qui n'ont pas de télé. Donc, dans la discussion, j'ai exposé mon point de vue en disant que les économies réalisées sur la consommation d'électricité, en achetant plusieurs plaques solaires, nous parlons là de plaques autonomes avec 2 batteries en série en 12 volts et pas de revente à l'EDF. Hein. Donc ces économies, et je dis, étaient dérisoires quand on voyait que l'essentiel de la note était constitué par les frais de fonctionnement de l'EDF et notamment le maintien de leur fameux régime social extravagant.
En attendant, notre acheteur de plaques solaires, là, Jean-Claude, a pris sa voix douce pour me dire « Tu as raison, évidemment, mais mon but n'est pas du tout de faire des économies sur ma facture. » Ah bon, demandez les autres, alors à quoi ça sert d'acheter ça? Mais ça sert, nous a-t-il dit, à être indépendant quand l'électricité sera coupée. Pour 5 fois par an, nous avons répondu « Ça vaut quand même pas le coup. » Eh bien moi, a-t-il insisté, je trouve que ça vaut le coup parce que j'ai fait mes comptes, le réseau est de moins en moins entretenu, les coupures sont 3 fois plus nombreuses qu'il y a quelques années, et puis on ne peut pas tout à fait exclure le pépin sérieux du genre attentat sur les centraux, sur les réseaux, sur les transformateurs. Tout ça est devenu extrêmement fragile puisqu'on est à l'abri de rien de nos jours, qu'ils ont fait entrer n'importe qui. Animé on ne sait pas quelles intentions, tout le réseau devient fragile, on va le payer un jour ou l'autre. Alors évidemment, là, tout le monde a crié au complotisme, mais un type assez influent, une sorte de sage, un agriculteur un peu bio, s'est détaché des autres et il a dit à ce Jean-Claude, dit un jour je viendrai voir ton installation, ça, si ça te dérange pas, ça m'intéresse pour ma fille. Et là, tout le monde a compris qu'on avait changé d'époque parce que ce type qui venait de parler, comme on dit dans le pays, n'était pas un farandoleur. Je suppose que si vous êtes nombreux ici, c'est pour l'avoir compris. Aussi, abonnez-vous, merci, nous serons encore plus nombreux. Il y a 2 ans environ, une affaire locale a fait quelques bruits. Figurez-vous que le président du Conseil général, maire de sa commune au nord du département, un homme de 59 ans, sortait, comme on dit, avec une stagiaire étudiante, master en sciences sociales, en droit, de 30 ans, sa cadette, déjà. Et jusque-là, personne ne lui reprochait quoi que ce soit dans ce domaine, même pas sa fille, apparemment, dont la maîtresse en question était la grande copine, ce qui, sur le plan psychanalytique, ressemble un peu à un inceste par procuration, mais c'est une autre histoire. Bref, jusque-là, tout allait bien, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que notre élu, là, faisait discrètement campagne pour qu'on crée une maison de pays au bord d'une nationale fréquentée, près d'un château célèbre, et tout le monde s'est dit au début, il cherche à caser sa jeune maîtresse, c'est pas possible. Il veut lui faire attribuer un emploi public, un truc sur mesure. Et déjà, c'était pas très beau, mais après tout, c'était pas un délit. Et puis peu à peu, on s'est aperçu que le monsieur en question avait une idée très précise sur le lieu où devait être créée cette fameuse maison de pays. C'était d'anciennes écuries placées au bon endroit, près de la bretelle entrée-sortie de l'autoroute, avec une assez jolie vue sur un lac artificiel. Et là, il se trouve qu'une feuille de chou très locale, du genre canard enchaîné, qui s'appelle en fait la Becca sans pégué, a sorti cette affaire. La maîtresse du type venait de signer une promesse sous condition d'achat pour les 2 bâtisses 6 mois plus tôt, et apparemment elle aurait, pour obtenir son prêt, expliqué au banquier que c'était déjà plié, que la maison de pays allait s'installer dans ses locaux après quelques travaux. Et donc le loyer, donc le remboursement, était garanti. Là, on imagine, parce que l'enquête ne l'a pas encore dit, que le maire Nabab, là, de 59 ans, a téléphoné au banquier, ou plutôt lui a parlé lors d'un cocktail à la préfecture, parce que le banquier a consenti ce prêt de 500 000 € quand même, sans sourciller le moins du monde. Donc, réunion, gueuleton, et en effet, la fameuse maison de pays s'installe dans un bien que le département loue à sa propriétaire, laquelle aura amorti son prêt dans 10 ans, rien que sur les loyers, avec un apport personnel minuscule, dont je ne connais pas le montant. Donc pour une fille de 30 ans, c'est quand même un assez bon début dans la vie. Après moult protestations dans la Becca sans pégué, les gens s'émeuvent en ce moment, on décide de lancer une enquête dont le parquet se saisit très vite. Oui, parce que j'ai oublié de dire que ce type-là faisait partie des cadres de ce qu'on appelle la Macronie. Et que donc, le parquet a pris la main tout de suite pour bâcler une conclusion selon laquelle il n'y aurait pas de suite. Et ensuite, lors du fameux grand débat, derrière l'écran de fumée présidentiel, là, on a vu notre sexagénaire au premier plan, à Souillac, qui hochait la tête à tout ce que disait le président. Et les gens se sont dit, pour qu'il nous fasse un faillotage pareil, il faut que l'affaire ait été enterrée sur ordre. Eh bien, elle l'avait été, mais manque de peau, le parquet, qui, comme chacun le voit, est aux ordres du pouvoir exécutif en France, a été doublé par un juge d'instruction qui, lui, fait son travail et qui vient de déterrer le dossier. Du coup, notre nabab local en est acclamé par tous sa présomption d'innocence, à quoi les gens du café de Campagnol font observer qu'en matière de présomption, ce crétin en connaissait déjà un rayon. Et puis, il y a un type qui a ajouté, n'empêche, la petite de la maison de pays, là, j'aurais bien craqué aussi, parce qu'il a bon goût, le type. Et un troisième a dit, là je cite, j'ai rien contre les élus qui se payent des putes, sauf quand c'est nous qui les payons. Abonnez-vous, merci.
curieux, 2 fois dans la même journée, j'ai entendu les mêmes doléances de gens de mon âge, ou presque, puisque leur retraite est imminente, un cafetier et un agriculteur. L'agriculteur parlait avec nous sur un petit pont qui mène au jardin. Il a dit, je devrais prendre ma retraite, mais je peux pas. Si j'arrête, je suis obligé d'arrêter aussi le GAEC. Et mon employé part au chômage. Et là, curieusement, il se plaint devant nous, non de devoir rester en activité, mais d'être confronté à un jeune qui travaille bien quand il travaille, mais qui ne veut pas travailler en dehors des heures prévues, et le pire, qui ne veut pas s'engager, nous dit-il, c'est-à-dire déjà être intéressé au sort de l'affaire, il veut pas sacrifier ses week-ends, mais en fait c'est encore pire, il veut pas se limiter à cette activité d'élevage en se spécialisant, en investissant, en prenant des responsabilités. Il a toujours l'air de me dire, nous raconte ce monsieur, je vais pas faire ça toute ma vie, t'es pas fou, etc. Donc il se rêve toujours autre chose. Eh ben moi j'ai fait ça toute ma vie, nous dit-il, et donc quand il me parle comme ça, j'ai toujours l'impression que je suis un pauvre type, mais j'ai surtout l'impression d'entendre une conséquence du discours macronien, parce que s'il me dit qu'il veut pas rester ici parce qu'il a envie de réussir, il me signifie clairement que moi, j'ai pas réussi, et que je fais partie des gens qui ne sont rien, si tu vois ce que je veux dire. Alors on a beau s'entendre très bien dans le boulot, me dit-il, quand il me parle de ce qu'il a envie de faire ailleurs, c'est comme si j'entendais la télé qui lui parle à l'oreille et qui lui dit « Allez, va vivre à Toulouse en colocation avec des branleurs comme toi pour passer des castings de télé-réalité, pour devenir quelqu'un de médiatique, va trimer pour t'acheter une Audi sur 5 ans avec un salaire minable, tout ça pour séduire une pétasse dont le père possède des supermarchés, et tout ça en tripotant ton téléphone sur WhatsApp sans arrêt. » Et le pire, me dit ce monsieur, c'est qu'il s'engage pas non plus avec sa copine. Il ne la quitte pas, mais il répète tout le temps qu'il n'est pas question de se marier avec elle. C'est tout juste s'il te dit pas, je mérite mieux que ce genre de fille. Et là, le patron du café, à qui j'ai raconté la scène une heure après, m'a dit, ma serveuse, c'est exactement pareil. Elle fait tout très bien, tout en te disant qu'elle vaut mieux que ça, qu'elle fera autre chose bientôt, qu'elle va partir. Mener quoi? Une autre vie, une vraie vie ailleurs. Mais tu m'as compris, quand on est à la fois fille d'agriculteur et concubine d'un mécanicien, quand on passe sur sa vie sur TF1, à peine rentré à la maison à 18h, eh ben on finit, comme tu dis, à Toulouse, au Pôle emploi, et puis on finit surtout par avoir 40 ans, à force de pas vouloir s'engager, à force de faire de l'intérim partout toute sa vie. On n'a plus de chez soi parce qu'on a dit merde à ses parents, on a quitté son Jules dont on disait « je vais pas passer ma vie avec lui, il est pas assez bien pour moi ». Et c'est là que tu vois revenir ces idiotes au village à 40 ans, et enfin de toute façon moi, me dit-il, je m'en fous, je serai plus là. Et elles viennent avec un fils de 8 ou 9 ans, hyper mal élevé, qui passe son temps chez l'orthophoniste, et c'est là que le maire de Campagnol est obligé de trouver un boulot à cette mère, un boulot au département, alors que moi, si elle était restée serveuse, ben je lui vendais mon affaire en viager, mais elle continue à me dire, alors là, très peu pour moi. Et je me sens, comme tu dis, je me sens comme une merde, parce que ce qui n'est pas assez bon pour elle, moi, ça a été toute ma vie. En attendant, moi j'ai des enfants, j'ai une affaire, j'ai un boulot, et je paye pour l'entretenir dans ses rêves, elle, avec ma CSG. Et là, dans sa conclusion, il s'adresse à cette jeunesse en général, il leur dit, il faut redescendre sur terre, mes enfants, parce que là, l'atterrissage va pas se faire en douceur, et les boulots au département, vu ce qui s'annonce, c'est fini. Comme quoi, alors là, c'est moi qui parle, 2 personnages assez éloignés l'un de l'autre, tiennent 2 discours identiques. Ça vaut quand même tous les instituts de sondage, ça trouble un peu. Abonnez-vous, merci. Pour l'instant, on ne sent pas trop les rapides sur le fleuve qui mène au municipal. On peut donc traiter des sujets un peu lents, un peu secondaires en apparence, mais vous allez voir que c'est souvent dans les petites choses qu'on mesure le défaut d'attention des élus à l'égard de la population, leur incapacité à se mettre à la place des gens, leur indifférence à tout ce qui n'est pas eux, leur petit monde, leurs petites affaires, lesquelles ont de moins en moins à voir avec les nôtres. Normalement, la politique au sens local, la politique villageoise, mais après tout l'autre aussi, ça devrait consister principalement à savoir se mettre à la place des autres, des gens, avant de prendre une décision, de lancer des travaux, de placer un monument. Bon. Mais nous sommes entrés visiblement, et depuis longtemps déjà, dans un autre âge de la politique où chacun veut monter sur la plus haute marche, non pour regarder et pour connaître les gens qui l'entourent, pour voir un peu ce qu'ils veulent, mais pour ne surtout pas les voir, pour jouer perso, pour ne jamais leur dire qu'est-ce qu'on fait, pour se soustraire aux critiques et surtout aux suggestions, parce que la hantise de l'élu local, c'est que votre regard soit plus aigu que le sien.
Alors pour revenir à Campagnol, un matin, la fontaine cesse de couler, figurez-vous. Il y avait 4 jets d'eau dans un bassin, le bassin coulait lui-même dans un déversoir 3 mètres plus bas, et d'habitude ça fait du bruit, mais là plus rien. Alors vous dites, l'ouvrier communal aura sans doute fait des travaux, mais ça dure quand même depuis 4 jours, et pendant ces 4 jours, vous vous dites aussi, tout de même, il pourrait au moins imprimer une petite explication en 2 lignes, et l'agrafer sur la fontaine, ça serait la moindre des politesses. Tandis que là, ça veut dire à quoi bon vous expliquer pourquoi l'eau ne coule plus, vous n'avez pas besoin de le savoir, ce sont des affaires techniques qui vous dépassent. Alors quand même, au bout de 4 jours, vous chopez, comme on dit, l'ouvrier communal et vous lui dites, bon, dis-moi comme ça, là, par simple curiosité, la raison du silence de la fontaine, c'est quoi au juste? Et il vous répond, mais je ne sais pas. Comment? Vous lui dites, tu ne sais pas, c'est toi qui as fermé la vanne, non? Et non, c'est quelqu'un d'autre. Bon, alors vous lui dites, c'est quand même bien toi qui es en charge de ces questions-là, de ces questions d'eau, normalement. Alors depuis 4 jours, que quelqu'un d'autre, comme tu dis, a fermé la vanne, toi tu ne t'es pas renseigné, tu ne t'es pas interrogé pour savoir qui c'était. T'as qu'à demander au maire, me répond cet ouvrier municipal, assez fâché, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas rendre des comptes alors qu'ils sont payés pour ça quand même. Et bien justement, le maire était au bout de la rue, alors je vais le voir, je lui dis, mais pourquoi la fontaine est-elle muette, on peut savoir? Et il me dit, comment ça, elle est muette? Alors déjà, il faut pas être trop imagé avec certaines personnes. Alors j'ai sous-titré, hein. Oui, l'eau ne coule plus. Je lui dis, t'es pas au courant? Ah non. Donc, résumons. Voilà un type qui est maire, la fontaine centrale du village ne coule plus depuis 4 jours, et il vous dit, première nouvelle. On peut quand même dire qu'il n'est pas observateur. Donc, sous mes yeux, il dit à l'ouvrier de rouvrir la vanne, qui est une sorte de tige en croix d'1,50 m, et là, rien non plus. Alors je vous passe un peu la suite, c'est Veolia, la compagnie des eaux, qui avait oublié de rouvrir un clapet quelconque, mais l'essentiel est ailleurs. Vous voyez bien que l'essentiel c'est qu'un maire met 4 jours à s'apercevoir que ça ne coule plus à la fontaine. Il révèle donc exactement son degré de proximité par rapport à la vie réelle, comme on dit. Chez nous, il plane. Eh bien l'atterrissage est probablement prévu pour le mois de mars. Abonnez-vous, merci.